réunion par rapport à la Second Cloud, donc j'ai prévu une petite introduction. Ensuite, je vous la fais courte, hein, la réponse c'est oui, c'est difficile, oui, la marche est haute à gravir. Et si je reviens sur la petite illustration que je me suis amusé à faire, en fait, vous voyez le seuil de la porte, et ensuite c'est le vide. Donc quand on arrive au J2, c'est le seuil de la porte, et on risque quand même de tomber dans le vide avant d'avoir attrapé le visa de sécurité qui est planqué derrière le nuage. Donc ensuite, on parlera de est-ce que Second Cloud facilite la certification HDS, avec la petite subtilité qu'il y a un nouveau référentiel qui est apparaître. On va parler d'un sujet qui est un peu plus avancé, on va dire, dans le sujet Second Cloud, qui est la composition des services. C'est un sujet d'actualité parce que ça ne l'était pas dans les années précédentes, je vais expliquer pourquoi. Et enfin, la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui considèrent de se lancer dans l'aventure, et qui sont souvent déjà certifiés 27001, c'est combien que ça me coûte? Ok, donc petit rappel rapide sur la suite de mon introduction. Alors j'ai fait un QR code, je ne sais pas s'il mène vraiment sur mon profil LinkedIn, donc je laisserai essayer. C'est pas du phishing, je vous promets. Donc voilà, Axiom n'a qu'un an, d'ailleurs j'ai mis un S, j'aurais pas dit. On a déjà 13 membres, on a une équipe technique qui va s'occuper de faire de l'offensif, de l'audit, et après on a des consultants qui m'aident sur les dossiers Second Cloud, techniques et organisationnels. Dans notre accompagnement, on fait surtout du Second Cloud, mais on a aussi prévu d'être qualifié passif parce que, comme vous le savez, l'ANSSI, en partenariat avec la BPI, a proposé un financement pour l'accompagnement des Second Cloud. Et la raison est simple, c'est que l'ANSSI voudrait réduire le temps entre le jalon 1 et le jalon 2. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer ce que c'est que les jalons 1, jalon 2 et 3. Notre équipe fait pas mal de CTF, ça c'est un truc dont on est fier, parce qu'il faut entretenir les jeunes. Et on développe aussi des choses en interne qui, dans le futur, seront probablement commercialisées. Mais pour l'instant, c'est des outils qui nous servent à gérer la complexité des référentiels. Et en fait, on a commencé à développer ça parce que Second Cloud, c'est déjà ingérable en soi. Mais si en plus, on rajoute dans la même entreprise un SMSI, du HDS et que sais-je, ça devient vite le flux. Et puis, on se retrouve avec des Excel qui font 15 000 lignes. Et puis, ça fait mal aux yeux. OK, alors. Petit rappel sur Second Cloud et le process de qualification. Alors, historique, je vous le fais très rapidement. Depuis, on va dire, ça a été introduit depuis 2014, mais ça a vraiment commencé à lancer les premières qualifications en 2015-2016. À cette époque-là, personne n'y connaissait rien, ne s'intéressait personne. Ensuite, à partir de 2016-2017, il y a les gros acteurs qui avaient les reins assez solides pour se lancer dans l'inconnu, qui ont commencé à dire, bon, peut-être s'y coller. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait aucune vision sur quel était le retour sur investissement d'une telle aventure. Et puis surtout, c'était l'épreuve du feu parce que personne n'avait vraiment essayé de se frotter ce référentiel. Et on se rend compte, quand on fait ce travail-là, qu'il y a beaucoup d'interprétations dans le référentiel. Ensuite, à partir du moment où il y a eu il y a eu le CES, bien sûr, Drive qui était qualifié, mais au début, ça a été surtout des IaaS. Une fois qu'il y en a eu 3 ou 4 qui étaient qualifiés, ça a commencé un peu à intéresser les gens. Et est arrivé le référentiel V3.2, et c'est le moment où les sujets de souveraineté ont commencé à être de plus en plus importants dans la tête des gens. Et donc, le Second Cloud V3.2 aujourd'hui, c'est ce qui définit ce qu'on appelle le cloud de confiance, en tout cas le cloud souverain en France. Et depuis fin 2022, depuis le 20 décembre, si je me rappelle bien, 2022, il y a ce fameux financement qui a été introduit et qui maintenant intéresse tout le monde. Et notamment les PaaS et les SaaS. Alors, pourquoi il n'y a pas de PaaS aujourd'hui qualifié? J'y viendrai plus tard dans la présentation. Mais ça s'intéresse aussi d'autres personnes, puisqu'il y a les personnes de l'ANS qui se penchent aussi sur le sujet. J'avais discuté avec François Krag, qui s'occupait justement du nouveau référentiel. Et au cours d'un atelier qu'on avait fait il y a 6 mois, je crois, on avait parlé du rapprochement possible entre HDS et Second Cloud, notamment pour préparer les sujets d'infogérance, puisqu'il y a cette notion de niveau de service dans HDS qui n'est pas dans Second Cloud. Et vous verrez par la suite que l'ANSSI est assez à cheval sur le fait qu'il faut séparer l'infogérance de l'hébergement, en tout cas des services de cloud, même si ce n'est pas vraiment écrit dans le référentiel. Ça fait partie des pièges. Ça l'est dans le nouveau HDS.
qui est en appel à commentaires. Je crois que les commentaires sont clos. C'est quand même la consultation. Ouais. Alors, j'ai piqué cette frise à mon collègue et estimé client Giuliano Ippoliti, qui avait fait cette frise au cours de sa présentation au DevOps D-Day 2022. Je vous ai mis le petit lien YouTube parce que sa présentation est vraiment excellente et il explique l'aventure de Cloud Temple pour se faire qualifier Second Cloud. Alors, Cloud Temple, c'est notre client principal à Axiom et on est très content de continuer à travailler avec eux sur la durée. J'ai commencé à travailler avec Cloud Temple quand j'étais encore freelance, indépendant, en novembre 2020. Et pour vous donner une petite estimation, comme l'a dit Giuliano dans sa présentation, pour Cloud Temple, ça a été 3 ans d'efforts et 7 millions d'euros d'investissement pour qualifier leur IS. Voilà, ça pose déjà la métrique. Un point que je voulais rappeler, c'est que j'entends souvent les gens dire certification. En fait, non, c'est une qualification. Il y a une différence. La différence, c'est que contrairement à la certification, ce n'est pas le centre certificateur qui délivre le diplôme, ou même la décision de certifier, c'est l'ANSSI. Donc, on parle plutôt d'évaluation et pas d'audit de certification. Et on parle, et le centre certificateur fait un rapport qui est rédigé par les 2 évaluateurs qui font l'évaluation et qui est remis ensuite à l'ANSSI, sous surveillance du COFRAC, pour prendre une décision. Et donc, ça passe entre les mains du bureau DAT, c'est l'équipe de l'ANSSI, des experts sur le sujet, qui décide ensuite si le rapport est recevable ou pas. Et en fonction de si le rapport contient beaucoup de non-conformité ou pas, je dirais ensuite la nature des non-conformités, on accepte le dossier ou pas. Et ensuite, on peut passer à la décision. Et la décision, elle est prise par le DG d'ANSSI, elle est signée par le DG d'ANSSI et personne d'autre. Le processus de qualification, donc vous entendez très souvent J0, J1, J2, J3, ça veut dire en fait c'est pas des jours, c'est des jalons. Donc le J0, c'est vous avez constitué votre dossier, vous avez un dossier qui est sérieux, qui se tient, et sur lequel l'ANSSI va avoir confiance en vous sur le fait que vous êtes capable d'abord de délivrer la mise en conformité, mais que cette mise en conformité va passer la barre de l'évaluation. Ensuite, le J1, ça consiste à trouver un centre évaluateur accrédité par le COFRAC et agréé par l'ANSSI. Les deux sont importants, pour rédiger ce qu'on appelle une stratégie d'évaluation et planifier la suite des opérations. Ensuite, c'est la traversée du désert, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment là que ça prend beaucoup de temps. Même si mes disques là sur la flèche sont espacés uniformément, en fait, le gros du temps et de l'effort, il est entre le J1 et le J2, puisque c'est la période de mise en conformité. Ensuite, à partir du J2, donc c'est après la remise du rapport à l'ANSSI et après son évaluation par les experts de l'ANSSI, si c'est recevable et s'il n'y a pas de non-conformité majeure, eh ben, ça passe en J3 et donc là, c'est un process purement administratif qui passe dans les mains du DG de l'ANSSI pour signer. Je n'ai pas dit ça au début de la présentation, pardon, mais vous pouvez m'interrompre s'il y a des questions, sinon on fera les questions à la fin. Donc, ensuite, il y a un cycle de qualification. Alors, c'est intéressant de voir que, et vous verrez après pourquoi, contrairement à la 27001, on n'a pas vraiment le PDCA. Mais en fait, on retrouve une espèce de manifestation de PDCA dans le cycle de qualification, puisque la qualification est prononcée pour un maximum de 3 ans, et il y a une surveillance tous les ans. Et au bout de 3 ans, on refait le processus de qualification, qui est un peu allégé, puisqu'on va mettre à peu près 2/3, c'est l'ANSSI qui définit ça, 2/3 de la charge de l'évaluation initiale sur l'évaluation de requalification. Petite remarque en passant d'ailleurs, pour ceux qui veulent ajouter des portées dans leur qualification, donc, on va le voir dans la slide d'après, en général, l'ANSSI choisit, quand ils ont confiance dans le prestataire, de noyer l'extension de périmètre dans la prochaine surveillance, quand ça tombe au moment de surveillance. Il faut savoir aussi que selon l'appréciation qu'a l'ANSSI du rapport de l'évaluation initiale, il se peut qu'il prononce la qualification, mais pour moins de 3 ans. Alors, je vais pas citer de prestataires en particulier, mais il y en a qui n'ont pas eu 3 ans d'un coup la première fois à l'évaluation initiale. Ils n'ont eu que 1 an. Ça veut dire que l'ANSSI
a accepté de lever des non-conformités majeures, parce que comme pour la 27001, si on a des majeurs, donc on ne peut pas être certifié ou qualifié. Et ben, ils ont accepté de lever ces majeurs, mais ils n'avaient quand même pas tout à fait confiance, donc ils ont prononcé la qualification que pour 1 an. Ça veut dire qu'au bout de ce 1 an, ils repassent dans le process de qualification avec une grosse charge d'évaluation. Donc, je parlais des portées tout à l'heure. Le référentiel il est défini. Alors, aujourd'hui, quand on regarde ce que font les GAFAM, il n'y a aucun des GAFAM ne vous vend soit du IaaS, soit du PaaS, soit du CaaS, soit du SaaS. L'expérience utilisateur, elle est uniforme et on consomme des services. On s'en fiche de savoir si c'est du IaaS ou du CaaS. Bon, pour la qualification, le référentiel lui introduit quand même ses portées parce que, d'abord, il est rigide en soi, mais c'est important d'avoir ce cadre, ce prisme de lecture pour savoir qu'est-ce qui est la responsabilité du prestataire, qu'est-ce qui est la responsabilité du commanditaire, et savoir quelle en est la frontière. Alors, du coup, à propos de la frontière, je peux peut-être dire un mot supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, il y a certaines des boîtes qui ont un superbe dégradé entre le mauve et le cyan. Et ben, là, il y a souvent matière à interprétation. Dans le cadre du IaaS, ça va encore, on arrive à savoir quelle est la frontière, puisque en gros, on dit tout ce qui se passe au-dessus du système d'exploitation, c'est pas la responsabilité du prestataire. Okay. Le prestataire peut être amené à fournir des templates de système d'exploitation installés sur des VM, mais sa responsabilité s'arrête là. Toute la configuration de l'OS et les erreurs de configuration et les vulnérabilités qu'ils peuvent avoir par-dessus, bon, c'est pas leur problème. Pareil, backuper des fichiers, c'est pas un sujet pour le prestataire, hein, par exemple. Maintenant, pour les SaaS, c'est le contraire. Je ne vais pas expliquer c'est qu'un SaaS, je ne ferai pas cet affront, mais ce que vous pouvez voir, c'est que pour les PaaS et pour les CaaS, c'est plus flou. C'est beaucoup plus compliqué en fait, de définir où se trouve la frontière parce qu'il y a une plus grande variété de types de services qu'on peut offrir, de types d'applications, d'intergicelles, comme dit Nancy, dans ces modèles-là. Peut-être dire que le CaaS est introduit depuis juste 1 an. Très bonne remarque, tout à fait, William. Donc, le CaaS n'existait pas jusqu'à la version 3.1 et depuis la version 3.2, ils l'ont introduit. Sauf qu'ils l'ont introduit avec peu d'indications supplémentaires, on va dire. Il y a probablement deux ou trois exigences supplémentaires qui parlent du CaaS, sans vraiment dire comment on fait pour gérer les conteneurs de service. Je pense que tout ça est un peu nouveau et qu'il y aura probablement des évolutions futures quand il y aura eu des premières expériences de qualification de prestataires qui vont faire du CaaS. Et ils arrivent. Alors, un de mes collaborateurs m'a aidé à faire ce graphique parce qu'il a fait les stats, qu'il a pris le référentiel SecNumCloud, et puis on a compté le nombre d'exigences. Il y en a 279 en tout. Alors, ça dépend comment vous définissez ce qu'est une exigence. Il faut voir un peu les ordres de grandeur simplement. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des chapitres qui sont plus prégnants que les autres. Donc, on retrouve en numéro 1 du nombre d'exigences le chapitre 11 sur la sécurité physique. En numéro 2, le chapitre 2 sur la sécurité opérationnelle. Et en numéro 3, notamment depuis la V3.2, le chapitre 19 sur la protection de service et la souveraineté. Bon, dans le référentiel, il s'appelle exigence supplémentaire, mais je l'ai appelé comme ça pour que vous voyez un peu de quoi ça parle. C'est mappé sur la 27001 et c'est le seul chapitre en plus qu'on ne retrouve pas dans la 27001 qu'ils ont ajouté. C'était ma prochaine phrase, exactement. Alors, par contre, j'ai déjà fait des tableaux comme ça. Il y a des exigences directes et des exigences indirectes. Tout à fait. Et on voit des chiffres, je dis juste qu'on voit des chiffres qui sont différents entre ceux qui font les analyses. Comment ils comptent, c'est important, comment ils comptent, mais on le retrouve sur ces ordres d'idées. Et ça, moi, j'ai déjà fait les indirects. Voilà. Il y a tous les guides de l'ANSSI qui sont poussés par rapport à l'ISO 27001. Ouais. Alors, ils ont fait le SecNumCloud avec l'ISO 27001. C'est un choix, puisqu'on fait une DDA. Dans le SecNumCloud, il n'y a pas de choix. Oui, j'ai bien aussi. Mais bien anticipé, effectivement. En fait, le SecNumCloud, le référentiel, il est inspiré de la structure de l'annexe A de la 27001. Une question, je réponds juste, c'est le 19, la convention de service, qui est dans le SecNumCloud et pas dans la 27001. Oui, tout à fait. Parce que c'est une spécificité de ce type de prestation de service. Le SMSI, ça couvre bien plus de cas. Oui, alors il y a. Je peux faire une petite pause là-dessus, peut-être. Dans le corpus qui existe dans la 27000 et les normes qui viennent par-dessus,
Il y a aussi la 27017 qui est intéressante à regarder, puisque en fait, elle prévoit un début de réflexion sur le modèle de responsabilité partagée. Donc, elle introduit des guidelines, on va dire, pour le prestataire et pour le commanditaire. Donc, il y a cette notion-là qui n'existe pas dans la 27001, elle existe dans la 27017. Pareil, la 27017, elle va vous faire référence à la 27036 sur la gestion de la relation avec les fournisseurs. Et ça, c'est intéressant. On verra plus tard dans la présentation quand on va parler de composition. Alors, joint par levé, oui. Il y avait un commentaire sur le fait qu'on parlait de la 27001 2013. Donc oui, c'est 2013. Oui, effectivement. Parce que oui, effectivement, avec la nouvelle version de l'annexe A, c'est découpé autrement. Ça ne devrait pas changer grand-chose, c'est juste la réorganisation des. Tout à fait. Alors, ma remarque avec cette slide, c'était qu'il ne faut pas se fier au nombre d'exigences pour essayer d'estimer la complexité de la mise en œuvre de la conformité par rapport au référentiel. Parce que là, comme vous pouvez voir, bizarrement, dans ces stats, on se retrouve avec le chapitre 13 qui est tout en bas, avec 8 exigences. Alors, on se dit, ah, c'est facile, chapitre 13, la sécurité des communications. Bon, ben, quand on regarde le référentiel, ça part de cloisonnement. On se dit, bon, bah, c'est facile. En fait, non. Vous allez voir dans la suite de la présentation que c'est probablement un des sujets les plus difficiles. Hop, pardon. Donc, au cours de l'évaluation, en pré-J2, au moment où les évaluateurs viennent faire l'audit sur site pour auditer la partie organisationnelle et la partie technique, ils rendent un rapport et ils jugent de la conformité de ce qui a été présenté par le candidat à la qualification. Comme pour la 27001, ils vont pouvoir prononcer des constats qui vont aboutir soit à une conformité, soit à une non-conformité mineure ou majeure. Mineur ou majeur, ça dépend s'il y a un risque immédiat qui est impliqué par cette non-conformité ou pas. Mais bien sûr, ça fait toujours l'objet de débats, non seulement avec l'audité, puisque challenge souvent l'auditeur sur la nature de ces constats, mais ça fait aussi l'objet de débats avec l'ANSSI, parce que des fois, les évaluateurs mettent des non-conformités mineures, ils considèrent comme mineures, et l'ANSSI les retoque en disant non, pour nous, c'est assez majeur, et du coup, vous refaites. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, chose que je n'ai pas dite en me présentant, excusez-moi, je suis auditeur qualifié SecNumCloud, donc en plus du conseil, on fait aussi de l'audit. Évidemment, quand on fait un audit de qualification chez un de nos clients, on le fait en sous-traitance pour un centre évaluateur qui nous appelle en renfort, et évidemment, on ne va pas faire de conseil chez eux si on les audite, et inversement, si on a fait du conseil chez un de nos clients, on ne va pas les auditer pour de la qualification. Alors, dans la 27001, il n'y a plus la notion d'axe d'amélioration, d'observation, on va dire, dans la façon dont on évalue la conformité aux exigences. Mais on l'a quand même, moi personnellement, je le garde dans mes rapports parce que ça permet de mettre un point sans vraiment coller une conformité au prestataire candidat, mais on le met quand même dans le rapport, histoire de garder une trace de ça pour qu'à la surveillance, on se rappelle qu'il y avait ça et qu'on voit s'ils ont fait propre ou pas. Et donc, si l'axe d'amélioration qu'on avait noté n'a pas été bien traité d'ici à la prochaine surveillance, bon, ça devient une conformité mineure ou majeure en fonction de qu'est-ce que ça devient à ce moment-là. Alors, les centres évaluateurs, il y en a 4 en France aujourd'hui. Il y a l'AFNOR, le LNE, LSTI et CertiTrust. Plus récemment, CertiTrust. Ils doivent être accrédités par le PEFRA qui est agréé par l'ANSSI, comme je le disais. Et en fait, des auditeurs SecNumCloud, il y en a très peu en France. Il y en a peut-être une quinzaine. Et des auditeurs techniques, il y en a encore moins. Puisque pour faire une évaluation SecNumCloud, on a besoin d'un auditeur organisationnel et d'un auditeur technique. Et les auditeurs techniques, en fait, sont souvent soumis à pas mal de pression parce que il faut être bon sur tous les sujets. Il faut être bon sur tous les sujets et il faut être bon sur toutes les technos. Parce que juger du cloisonnement, par exemple, je sais pas, d'une techno comme de la capacité de cloisonnement d'une techno comme Cisco SCI, il faut connaître Cisco SCI, il faut savoir ce que c'est que la virtualisation de réseau, etc. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un VXLAN, c'est mal barré pour l'évaluer. Donc, on vient à la question de comment on évalue les évaluateurs. En général, l'ANSSI pioche dans des évaluateurs qualifiés passifs, ou alors des évaluateurs qui ont beaucoup de bouteilles au sein du centre de certification sur justement des audits de certification, voire de qualification sur d'autres référentiels. Et ils vont passer un entretien à l'ANSSI. Donc moi-même, je suis allé passer un entretien à l'ANSSI et je suis cuisiné pendant 3 heures sur ma compréhension et l'ISO 19011, puisque ça se base sur les bonnes pratiques de l'ISO 19011, sur l'audit des systèmes de management, et du PASSI,
et de SecNumCloud, et de ma connaissance technique, puisque moi je suis évaluateur technique, des technologies de virtualisation, des technologies réseau, et de la cryptographie, et tout ce qui s'ensuit. La toute première fois que j'ai passé cet entretien, c'était quand? C'était en 2017, fin 2016, début 2017. J'avais 3 ans et demi, 4 ans d'expérience, et je me suis fait retoquer la première fois. Et ils m'ont dit, bon, bah, faut que tu retournes étudier, puis tu reviens nous voir dans 3 mois, et tu nous montres ce que tu as étudié, et puis on te recevra. Mais j'avais été à peu près reçu parce que j'étais bon en crypto. Alors, à Annecy, ils aiment bien la crypto. Et c'est ça qui m'a sauvé. Mais en vrai, je dis ça parce que déjà, il faut un certain niveau pour être, ne serait-ce qu'admissible à cet entretien. Ensuite, il faut passer l'entretien. Mais même ça ne vous donne pas la seniorité nécessaire pour faire une bonne évaluation. Et c'est après avoir fait plusieurs évaluations, après avoir fait des rapports de 200 pages, et maintenant que je fais du conseil, que je suis devenu meilleur dans ce sujet-là. Donc, d'évaluer si c'est conforme ou pas par rapport au référentiel. Une chose importante aussi à savoir, c'est que toutes les qualifications SecNumCloud ne se valent pas. Alors, je ne dis pas ça pour critiquer, je dis juste qu'il faut savoir que d'un centre évaluateur à l'autre, c'est différent parce que l'évaluation est laissée au jugement de l'évaluateur en matière de profondeur. Alors, il n'y a pas d'échantillonnage, toutes les exigences sont évaluées, mais la profondeur d'évaluation dépend de l'évaluateur, de sa seniorité, de sa pugnacité, et dépend aussi de la trame du centre évaluateur. Puisque, en fait, la trame du centre évaluateur, elle est faite par le centre évaluateur. Et moi, j'ai écrit, je crois, 70% de la trame de l'AFNOR, et elle doit être validée par ANSSI. Parce que je travaille avec l'AFNOR INSEP, auditeur. C'est un point important, on va y revenir juste après, mais comme vous pouvez le voir, en fait, ça fait l'objet d'une décision à l'époque de Vincent Stubel, en 2018, et l'ANSSI l'écrit officiellement. Et donc, quand on rentre vraiment dans le sujet, il y a plein de documents qui encadrent l'accréditation des centres évaluateurs, et la validation de la trame, bon, bah, c'est encadré par ce document. Alors, pourquoi est-ce que SecNumCloud c'est difficile? Eh bien, parce que. Merci. Voilà, puis les bagages, on rentre à Paris. Non, en vrai, c'est parce que en fait, la qualification est guidée par l'ISO 17065. Alors, qui sait me dire la différence entre. Alors, la 27001, c'est encadré par quelle norme d'accréditation? Marc doit pouvoir répondre. Il y en a 3, il faut choisir 17025, 17024 et 17021. Voilà. Choisir. En général, on dit 17021. Où on traite des produits, où on traite des processus. Quoi. Tout à fait. Alors, dans le cas d'un service, en général, c'est la 21. Et donc, du coup, une autre question, c'est quoi la différence entre la 17021 et la 17065? C'est toi qui es censé présenter. Non, mais c'est interactif, alors que j'ai déjà envie de convaincre autour de la table. Sachant que pour rire, c'est que sur certaines référentielles, il peut y avoir un changement en plein milieu. Ça a été le cas pour Passy. Alors, pendant que vous réfléchissez à la réponse à ça, il y a un document qui encadre donc les portées de qualification des services, qui a été connu par l'ANSSI. Et comme vous pouvez le voir dans le petit encadré en petit, là, SecNumCloud, c'est encadré par la norme d'accréditation 17065, qui est raffiné par un autre document qui est référencé dans ce document qui s'appelle DESPACI. Mais voilà, en gros, c'est pas la 17021. Alors, le référentiel lui-même rappelle aussi que même s'il s'inspire de la 27001, il n'y a pas d'équivalence avec la 27001. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes certifié 27001 que vous allez pouvoir être automatiquement ou même facilement qualifié SecNumCloud. Maintenant, du coup, je reviens sur ma question. C'est quoi la différence? C'est hyper important pour comprendre pourquoi c'est beaucoup plus dur que la 27001. Ça me permet de rebondir sur le fait que tous ceux qui sont à distance peuvent bien entendu se manifester via le chat, soit pour des questions, des remarques, pour alimenter le débat aussi. De toute façon, ces normes d'accréditation, à moins qu'on fait au COFRAC ou qu'on ait travaillé à certifier des centres certificateurs évaluateurs, c'est assez obscur. Et donc, la vraie différence, c'est que dans la 27001, on dit ce qu'on fait. Déjà, on annonce ce qu'on veut faire, puisque dans les objectifs,
quand on fait sa certification interdisciplinaire, je ne vais pas faire l'affront de faire un cours là-dessus, bien sûr. Mais pour le coup, on définit ses objectifs et ensuite, on aboutit à une DDA qui dit c'est quoi nos mesures de sécurité qu'on a choisies. Non, vas-y, je pourrais rajouter quand tu auras donné la solution. Et la 17065, par contre, si vraiment je caricature et que je grossis le trait, ça vous oblige à être au standard, c'est-à-dire à être conforme et ça vous oblige à une sorte de résultat. Je vais juste prendre un exemple sur la 17065. En fait, ça a été utilisé pour ce que vous avez dans votre vie de tous les jours. Quand vous achetez un poulet label rouge, vous achetez un papier recyclé ou ce genre de qualification. Ça, c'est de la 17065, c'est-à-dire il y a une atteinte de résultat, quoi. Le poulet il est label rouge parce qu'il correspond à un cahier des charges précis sur combien de graines il a mangé ou ce genre de choses. Ouais, c'est plus du tout le même esprit qu'un SMSI. J'ai une petite question par rapport à ça, parce que justement, dans la 27001, on a cette notion de démonstration de l'atteinte des objectifs. Oui. Du coup, en fait, on est plus dans l'esprit de. Enfin, c'est plus que de l'intention, puisqu'on doit démontrer l'atteinte des objectifs qu'on a formalisés. Ouais. Mais on est un peu à cheval entre les deux. C'est toi qui les as formalisés. Que Oui, là, je on te dit il doit manger tant de grammes de graines, voilà. Il les mange ou il les mange. Mais c'est plus que de l'intention. Tu démontres l'atteinte de ton intention. En fait, il y a un deuxième point pour apporter plus de précision. Il y a ce point de l'obligation de résultat, effectivement, par rapport à un référentiel qui est validé par vous, enfin, un référentiel d'exigence qui serait vos objectifs. Et le deuxième point, c'est la temporalité du truc. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être tout de suite au niveau le jour de la première évaluation. Alors que dans la 27001, vous pouvez atteindre vos objectifs par itération du PDCA. On peut planifier l'atteinte des objectifs. Là, vous ne pouvez pas dire l'évaluateur SecNumCloud, oui, mais Ça dépend du plan on y sera dans 2 ans. Sur la CNC, c'est adapté. Exact. Et vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. C'est assez manichéen. OK. Alors, il y avait une question. Je crois oui. Alors, si quelqu'un a levé la main, je ne sais pas qui c'est, mais prenez la parole. Est-ce qu'ils peuvent désactiver le micro? Je ne sais pas, oui. Je sais pas. Bonjour tout le monde. En fait, je m'appelle Bekay Abdelfettah. Je vous remercie déjà d'avoir accepté la demande de participation. Je suis l'ISO Europe avec le groupe Bolloré. On travaille justement sur des thématiques similaires. Et j'aurais juste une question à Mouloud. Relativement à la partie 27000, en fait, on parlait de PDCA, contrairement à la partie SecNumCloud qu'on a vu qu'il y a 3 phases, pas grave, mais la logique, elle est surtout basée sur l'amélioration continue. L'autre idée, est-ce qu'on a en fait une idée par rapport à la 27018, qui est le code de bonne pratique de la 27001 sur le domaine cloud? La 27002, vous voulez dire? En fait, c'est la 27000, la déclinaison, en fait, c'est la traduction des bonnes pratiques de la 27000, en fait, 27002 sur la partie cloud. Est-ce qu'on a fait un genre de gap analysis juste pour pouvoir identifier les écarts et les différences entre SecNumCloud et la 27018? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la 27018, c'était plutôt pour les données personnelles, non? Oui, c'est la 17 que vous voulez dire. Et donc la 17, en fait, alors je les ai achetés, hein, ça coûte une blinde, mais je les ai achetés. Voilà, petit message sur la première édition. Et quand on lit la 27017, alors comme je disais au début, ça introduit effectivement cette notion de responsabilité partagée. Vous faites bien de rappeler effectivement que dans SecNumCloud, il n'y a pas la roue d'Hamming, pas de l'amélioration continue, on est tout de suite au résultat. D'où le choix de la 17065 comme norme d'accréditation pour les centres évaluateurs. Mais surtout, quand on lit la 27017, en fait, en soi, elle est vide. Il y a des billes sur qu'est-ce que doit faire le commanditaire, qu'est-ce que doit faire le prestataire, mais c'est très léger. Et deuxièmement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renvoie à la 27002. C'est-à-dire qu'elle prend les sujets qui sont applicables au cloud et elle dit, bon, allez voir dans la 27002, c'est tel truc qui s'applique. Alors finalement, la 27017, sa substantifique moelle, c'est la 27002. Et donc, est-ce qu'on a fait un gap analysis? Je l'ai fait, mais c'est trop loin à expliquer pendant cette présentation. On aurait pu le faire chapitre par chapitre pour expliquer, mais ça se recouvre bien. Ceci dit, le SecNumCloud va plus loin que la 27002 sur un certain nombre de points, et on va en parler.
J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup, en fait. Merci. Mais juste pour faire le lien, 27017, c'est parfait, c'est la déclinaison. Et la 18, par rapport à ça, je veux juste faire un scope, un petit zoom par rapport à la donnée personnelle sur le SecLink Cloud. Qu'est-ce que Oui. qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre retour d'expérience? Alors, j'en pense que c'est une bonne question parce que ça nous ramène à la chronologie. Peut-être que je vais remonter à la slide. C'est ambitieux, mais je vais remonter quand même à la slide. Hop, ici. Non, pas ça. Sur cette slide, vous voyez qu'il y a eu plusieurs versions du référentiel. Et en fait, en 2016, il y avait une version 3.0 qui avait été l'évolution de la version précédente qui s'appelait Secure Cloud et Secure Cloud Plus, qui avait 2 niveaux. Dans la version 3.0, il n'y a plus qu'un seul niveau. Mais surtout, ça ne parlait pas du tout de données personnelles. Alors, à ce moment-là, il y a eu le RGPD qui est arrivé. Et du coup, la version 3.1 a été introduite pour inclure des exigences issues du RGPD et le respect du RGPD lui-même. Et donc, dans la V3.1, vous allez avoir des exigences spécifiques à la protection des données personnelles, et en particulier sur l'article 28 du RGPD concernant les sous-traitants qui sont amenés à manipuler des données personnelles dont le provider de cloud est responsable de traitement. Donc, la protection des données personnelles a été introduite dans la V3.1. Et pour boucler la boucle, dans la V3.2, ce qui a été introduit en plus, c'est la souveraineté. Donc oui, c'est couvert par SecLink Cloud qui renvoie au RGPD et qui eux-mêmes demande des trucs spécifiques, notamment par rapport à l'article 28. Alors, je vais réavancer dans la presse. Hop, on était là, je crois. Voilà. Alors, j'ai inversé 2 slides, pardon, donc on va commencer par celle-là. J'ai choisi 3 ou 4 sujets en particulier pour vous dire pourquoi SecLink Cloud c'est plus dur que la 27001. Ceux qui piquent. Ceux qui piquent, effectivement. Donc, comme vous le voyez à l'écran, SecLink Cloud, ça impose des grosses contraintes sur les opérations d'administration. Alors, c'est quoi une opération d'administration? En fait, comme vous allez le voir dans cette définition qui est là, en fait, la définition est très très large. C'est l'ensemble des actions d'installation, de suppression, de modification et de consultation de la configuration d'un système qui peut avoir un impact sur sa sécurité. Je l'ai quand même lu parce que c'est important de bien l'avoir en tête. Et en fait, quand on lit ça, on se dit, mais mince, en fait, c'est quasiment toutes mes opérations. C'est quasiment toutes les opérations au quotidien du provider de cloud. Donc, qu'est-ce qui reste comme autres actions qui ne sont pas d'administration? Il y a les développements. Il y a certains providers de cloud qui ne sont pas que des solutions sur l'étagère, du développement interne. Il y a la supervision et il y a des actions de support ou d'exploitation au quotidien qui éventuellement ne relèvent pas de l'administration. Donc, tu as l'IAC qui est entre les deux. Tout à fait. Ouais, alors l'IAC, justement, c'est. Alors, bonne transition, merci, Voilà. merci pour la perche. C'est quoi l'IAC? Infrastructure as code. En fait, les administrateurs ne font pas d'action, ils développent on va dire les scripts qui vont elles-mêmes faire l'action d'administration, et eux, ce qu'ils font, c'est que lancer le. Oui, tout à fait. Alors, si on devait opérer un cloud aujourd'hui avec la main manuelle de l'homme biologique, ça ne volerait pas parce qu'il faudrait une armée de bonhommes et de bonnes dames. Donc, c'est quoi la solution à ça? C'est l'automatisation. L'automatisation et l'orchestration. Et donc, arrivent toutes les technologies que vous connaissez. Donc, il y a dans la culture DevOps, vous allez entendre parler de Terraform, vous allez entendre parler d'Ansible, vous allez entendre parler de Chef, de Puppet, enfin, que sais-je. Tout ça, c'est de l'automatisation. Mais le problème, c'est que c'est de l'automatisation de quoi? C'est de l'automatisation d'actions qui vont aller changer une configuration dans un système, donc dans un composant. Et souvent, ces actions-là nécessitent des privilèges. Donc, ça nécessite un compte technique qui va avoir des privilèges relativement élevés, et des fois, c'est carrément root. Donc, la question, c'est est-ce que ces actions automatiques sont considérées d'administration ou pas? Parce que si on regarde la définition, normalement, oui. Alors, quand on regarde toutes les exigences du référentiel, à nouveau, je ne peux pas toutes les citer là, mais je peux vous en dire quelques-unes qui sont, par exemple, l'authentification forte, qui sont, par exemple, le cloisonnement, qui sont la traçabilité, ou alors checker l'innocuité d'une action quand elle est faite par un programme amené de l'extérieur. Comment on fait avec un truc qui est automatisé? Une des réponses à ça, c'est de dire que si on arrive à faire en sorte qu'on conçoit son système
pour que cette opération automatique ou que les actions de l'orchestrateur ou que les scripts que vous allez déployer sont intègres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le script avec une intention de faire un truc, il ne va pas faire autre chose. Et qu'il n'y a pas une personne qui peut venir altérer ce que va faire ce script. Eh ben, on peut, à ce moment-là, faire l'hypothèse que... Ah, bonjour Dominique, ton micro est ouvert. Bonjour Dominique. Bonjour. Tu avais une question, peut-être? Non, non, pas du tout. Non, non, je rejoins simplement avec un peu. Excusez-moi pour le retard. Alors, merci. Donc, une fois qu'on a posé ça, du coup, l'action d'administration sera déportée à nouveau sur l'humain. Et ça serait l'action de lancer le script ou de demander à l'orchestrateur de faire un truc. Okay, et donc ça serait l'action d'administration. Donc, ça implique que ce genre d'actions doivent être lancées depuis un bastion. Okay, et qu'on doit concevoir son système pour que l'hypothèse qu'on a faite précédemment soit tenable. Et quand je dis soit tenable, c'est qu'il faut convaincre l'ANSSI. Il faut convaincre les évaluateurs déjà, puis ensuite, il faut que le rapport de l'évaluateur arrive à convaincre l'ANSSI. Dominique, c'est toi qui as ton micro ouvert, je crois qu'il faut que tu fermes parce qu'on entend autour de toi. Je crois qu'on peut couper tous les micros. Ouais, là, c'est le paramètre. Ou alors tu trouves ton micro. Du coup, ce que tu dis, c'est que ce qui est évalué, c'est aussi les scripts d'automatisation. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. En fait, on va prendre un exemple. Si ton script automatique, par exemple, c'est ton déclaratif, c'est de l'Ansible, par exemple, et que ton but, c'est de configurer un serveur SSH, eh ben, il y a des exigences fortes là-dessus, puisque dans le référentiel, on te dit qu'il faut appliquer le guide de l'ANSSI SSH. Et ben, dans ton déclaratif Ansible, tu vas mettre les bons paramètres. Okay, et donc, ensuite, il faut que ça soit déployé sur les systèmes cibles. On va avoir des serveurs SSH, donc tu veux t'assurer de la conformité, parce qu'ils sont dans le périmètre de ta qualif. Et ben, il y a deux choses du coup que va évaluer l'ANSSI à travers le centre d'évaluateur. C'est que d'abord, ton script ou ton déclaratif, il fait les bons trucs, il configure de manière conforme à ce que dit le guide de l'ANSSI. Et les différents chapitres de l'ANSSI, parce que du coup, dans l'exemple de SSH, tu as la crypto, par exemple. Et ils vont checker que le déploiement de ce script Ansible se fait sur les bons composants et se fait de manière intègre. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Alors, c'est même basé sur des mécanismes du truc. Hein. Est-ce que c'est parce que du coup, on audite un script de déploiement comme on auditerait un administrateur qui le fait avec ses petites mains? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est même super agréable pour les évaluateurs parce qu'au lieu de se taper un échantillonnage de système où on va se connecter sur le système pour checker, eh ben, on regarde le script. Et on fait quand même une vérification sur un système pour voir que c'est bien ça qui est déployé. Mais c'est agréable quand même de checker le template Ansible qui va bien. Ça me fait penser à une remarque que je n'avais pas prévu de dire, mais qui est importante de dire quand même, c'est que pendant une évaluation SecNumCloud, l'évaluateur n'a pas le droit de faire de test. Il n'a pas le droit de manipuler le SI non plus. Donc, c'est l'évalué qui fait les manips devant l'évaluateur en production, systématiquement en production, et l'évaluateur prend la preuve. On n'a pas le droit de faire un test d'intrusion, par exemple. Pas le droit de tester un système pour voir si il est résistant, je ne sais pas moi, à une attaque. Donc ça, c'est vraiment une approche par audit d'architecture et de configuration et qui s'inspire du PASI, puisque dans le PASI, un audit de configuration, que ce soit recevable, c'est en preuve. Pour ceux qui ne maîtriseraient pas le PASI. Mais du coup, la sécu de toute ta plateforme d'administration repose quand même sur tes repos de script, tes playbooks. Et du coup, est-ce que l'ANSSI va tirer la pelote de laine pour aller voir comment qui est autorisé à modifier les scripts, dans quelle mesure, la qualification? Ça fait partie d'un autre chapitre du référentiel. Donc, ce que je viens de dire, ça s'applique dans les évaluations des exigences du chapitre 12, sur la sécurité de l'exploitation, et qui ensuite vont rayonner sur d'autres chapitres. Par exemple, le SSH, comme je disais, ça va taper dans le chapitre 10, par exemple, dans les guides externes au référentiel. Comme le disait William tout à l'heure, le référentiel SecNumCloud, il a ça de compliqué aussi, c'est que les stats que vous avez vues tout à l'heure, elles ne sont pas représentatives, à deux titres. Le premier, c'est que c'est un référentiel à tiroir. Comme le disait Giuliano dans sa présentation, j'aime bien cette expression parce que, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que le référentiel, mais en fait, non, il y a le référentiel et toute la cohorte de guides techniques à appliquer. Okay, en plus de ça, vous avez le plan de traitement de vos risques.
vais y venir après, mais il y a aussi ça qui est évalué aussi, et la pertinence des mesures de la UNICEF dans votre plan de traitement des risques et leur déploiement sont aussi évalués. Je ne sais pas si tu parles à un moment donné de la durée de l'audit. Ça répondrait, je pense, à... Ouais, je vais en parler, effectivement. La durée de l'évaluation initiale, tu veux dire? Ouais. La charge? La durée, quand tu prends un cabinet d'audit qui va venir te faire l'audit Ouais. de Second Cloud, c'est x10 carrément par rapport à la note. Ils ont le temps de regarder tout ça. Ouais, en Ouais, fait, c'est 50 jours. J'avais une question notamment par rapport à ça, parce que tu as parlé de non-échantillonnage sur la partie exigence de sécurité, mais Ouais. Quelle est la proportion d'échantillonnage sur les actifs du SI qui sont audités? Est-ce que tu audites 100% de tes routeurs, de tes switches, de tes TVM. bah, justement, c'est là TVM. que l'orchestration est extrêmement agréable, parce que bah, tu vois, tu checkes le template que tu as déployé et tu checkes sur un système ou deux que c'est bien ça qui est déployé, et ça suffit. Mais si tu n'en as pas, par exemple? Si tu n'en as pas, c'est laissé à la... Non, mais il y a une chose importante, c'est que quand tu vas passer tu vas parler du référentiel PAMS, hein, Ouais. alors je te laisserai, parce que tu es bien plus compétent que moi sur le sujet, amender ce que je veux dire, mais au niveau de l'ANSSI, s'ils ont une action d'un administrateur qui répond à une sollicitation d'un commanditaire, c'est pas Second Cloud. Donc l'automatisation, c'est quand même le cœur du référentiel. Et tu ne peux pas aller dire que tu vas avoir à la demande des gens qui vont bidouiller comme ça à la main et être qualifiés. Eux, ils te diront, tu vas aller dans le PAMS, l'infogérance, parce que c'est de l'infogérance pour eux. Donc, tu ne peux pas dire que tu vois, à un moment donné, tout doit être automatisé, il n'y a pas le choix. Si tu vas aller sur ce type de référentiel, tu es obligé d'avoir cette approche-là. Alors, si tu me permets, je vais nuancer un peu. Bien sûr. En fait, c'est important de le dire. on a une slide qui va arriver, mais alors, pour finir de répondre, oui, du coup, c'est laissé à la discrétion de l'évaluateur que de faire le bon échantillonnage. Échantillonnage ensuite qui est challengé par l'ANSSI à la relecture du rapport, bien sûr. Mais pour le coup, si tu n'as pas d'orchestration, d'automatisation, bon, ça peut arriver. Parce que tu es sur un petit périmètre, par exemple, si tu qualifies un SaaS, ça peut être trois machines. Hein. En supposant que tu n'as pas une base client énorme, ça peut être 3 machines. Là, tu les as dit toutes. Okay. Si tu as un IaaS avec des milliers de machines, c'est compliqué. Tu fais un échantillonnage. Ensuite, ce que tu disais, du coup, William, j'ai répondu aussi en expliquant ça, c'est que tu n'as pas l'obligation d'avoir de l'automatisation, mais en gros, ça dépend de la taille du périmètre qui est évalué. Et effectivement, on va arriver ensuite sur ce sujet-là après, il y a besoin de faire une bonne séparation entre les opérations d'infogérance et les opérations d'administration Second Cloud. Les opérations d'infogérance vont plutôt être encadrées par le PAMS. On y reviendra sur le PAMS, parce que je ne connais pas du tout. Je vais en parler un petit peu. Okay. Et donc, pour la charge, la remarque de William était intéressante. Comme vous pouvez le voir ici, l'ANSSI encadre à peu près combien de charges ça prend de faire une évaluation initiale, une évaluation de surveillance, une évaluation de requalification au bout de 3 ans. L'évaluation initiale, vous pouvez voir que c'est entre 34 et 60 jours hommes. C'est quand même énorme. Et ça coûte encore plus cher depuis la V3.2. Pourquoi? Parce que depuis la V3.2, on vous exige de faire un audit passif avec des portées qui sont bien déterminées par le référentiel, des intrusions d'architecture, de configuration organisationnelle, des intrusions sur les interfaces exposées sur Internet, avant l'audit initial d'évaluation. Donc, il faut prévoir un sacré budget. En général, ça va tourner dans les 100 000 €. Tout compris. Une recommandation, le passif? Non, c'est une exigence. Maintenant, c'est une exigence. Et après, au cours du cycle de vie de la qualification, tu dois avoir implémenté un programme d'audit, comme dans la 27001. Sauf que dans ces cas-là, on te rajoute qu'il faut qu'au moins un des audits dans ce cycle d'audit à 3 ans, ce programme d'audit à 3 ans, soit passif, soit qualifié passif. Attention, ce n'est pas fait par un passif, c'est l'audit, la prestation doit être qualifiée passif. D'ailleurs, petit sujet à la marge, mais quand vous faites un audit passif, vous allez recevoir un document DR. Pensez à bien expliquer dans votre politique comment vous gérez votre propre DR. Enfin, le fait d'un document DR, même si vous ne gérez pas un SIDR, vous avez du DR. On va en parler après. Ça tombe bien. Marc va nous expliquer comment ne pas aller en prison. Exactement. Du coup, le coût de 100 000 € que tu disais, c'est un type d'évaluation. Hein. Genre, audit passif plus audit initial. C'est ce que vous allez dépenser en prestation d'audit, grosso modo. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du chiffre, c'est vraiment ça.
Et la charge ici, comme vous pouvez le voir, en fait, elle est SLD, et c'est le résultat d'une première expérience qu'on avait eue, parce que la première fois que moi j'ai fait un audit Second Cloud, c'est un des premiers. Le tout premier, c'était l'audit de Vendôme, et le deuxième, c'était CloudWatt à l'époque. C'est moi qui l'ai fait avec mon manager de l'époque, qui était Florent Côté, qui est aujourd'hui Head of Cybersecurity chez Shadow. Et non, c'était pas Florent Côté, pardon. Florent Côté, c'était sur Vendôme, mais moi je l'avais fait avec Thierry Casier, qui est aujourd'hui chez Allemande. Et en fait, on n'avait eu pas assez de charges pour le faire. Et donc, on a fait un premier retour d'expérience en disant, les gars, 15 jours de charge, c'est loin d'être suffisant. Et donc, l'ANSSI ensuite a sorti le papier pour cadrer un peu la charge. Mais même avec une charge, en général, quand je fais un audit initial, c'est une charge qui va tourner aux alentours de 50 jours. En tout cas, dans mes expériences, les autres centres régulateurs, je ne sais pas comment ils font, mais pour le coup, même 50 jours, des fois, c'est pas assez. Selon la taille de ce que vous évaluez et votre pugnacité, entre guillemets, ça peut aller loin. Et moi, comme j'ai fait 3 ans de PASSI avant, enfin, j'étais qualifié auditeur PASSI sur toutes les portées techniques pendant 3 ans avant, j'ai tendance à aller trop dans le détail. Et donc, je fais des rapports longs, ce qui amène beaucoup de critiques, et ça fait prendre du temps. Parce que si vous arrivez à l'évaluation initiale et que vous présentez, que le centre évaluateur présente le rapport à l'ANSSI, et qu'il est long, il y a plus d'opportunités pour que l'ANSSI retoque certaines non-conformités en majeur. Et si vous avez du majeur, vous retapez un audit complémentaire. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça a un coût en argent, l'évaluation, mais ça a un coût en temps aussi. Et en temps et en mobilisation des équipes. Parce que quand on fait un audit complémentaire, on reprend 3 mois dans la revue, et il y a des durées incompressibles. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Déjà, il faut que le centre évaluateur soit disponible. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a peu d'évaluateurs qualifiés, et puis ils sont surbookés en général. Donc déjà, il faut bien goupiller le truc, parce que pour planifier la chose, c'est quand même pas facile, parce que vous avez peur de planifier trop tôt parce que vous ne seriez pas prêt. Et d'un autre côté, si vous ne le faites pas, il risque de ne pas être disponible en face. Et d'un autre côté, quand le rapport est remis à l'ANSSI, des fois, ils mettent 1 mois et demi à le revoir, parce que ce n'est pas facile à checker, et puis eux-mêmes sont surbookés à l'ANSSI. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc je vais avancer vite, parce que je ne sais pas à quelle heure je dois m'arrêter. Maintenant 10 minutes, allez. Allez, 10 minutes. On peut te laisser un peu plus de temps. Ok, donc sur l'administration, c'est là où j'en étais avant de répondre aux questions. Il y a beaucoup de contraintes, mais notamment le cloisonnement du SI d'administration. Et on va parler d'un sujet en particulier, c'est le poste d'administration. Les administrateurs Second Cloud, ils doivent agir depuis un poste dédié. Et ce poste-là, il doit être durci, pas connecté à Internet, et il doit parler qu'avec le SI d'administration qui lui-même doit être parfaitement cloisonné. Et quand je dis parfaitement, c'est jusqu'au physique. Et si ce n'est pas physiquement, c'est par le chiffre, et un chiffre bas niveau, donc le chiffrement IPsec ou MACsec, c'est à peu près tout ce que l'ANSSI accepte, sachant que l'IPsec, ça ne marche pas dans plein de cas. Et donc, d'abord, c'est une contrainte pour les administrateurs, parce qu'ils se retrouvent avec 2 postes, et il y a une vraie gestion du changement, problème de démotivation de l'équipe, voire de démission. Ça, on n'en parle pas, mais c'est bien d'en parler. J'avais prévu des slides pour vous expliquer pourquoi l'ANSSI exige ce mode-là. Parce que derrière, il y a systématiquement les candidats à la qualification essayent de biaiser en disant ah non, mais c'est pas possible d'avoir 2 ordi, on va foutre une VM sur un ordi, puis du coup on virtualise le poste d'administration, on n'en parle plus. Ça, c'est interdit. Je pourrais expliquer plus tard pourquoi. Inversement, si vous prenez le poste d'administration comme support et que vous virtualisez le poste d'exploitation, c'est-à-dire votre poste de tous les jours sur lequel vous avez votre Teams, votre messagerie, votre Google, etc., votre Facebook, ça ne marche pas non plus. Parce que dans les 2 cas, on va être sur un hyperviseur de type 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est trop vulnérable. Il y a d'autres setups aussi qui sont proposés dans le guide d'administration de l'ANSSI. Donc, ces schémas-là, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est extrait du guide d'administration de l'ANSSI, la règle 9. Et ça vous explique que en fait, le seul mode accepté, c'est celui-là. C'est celui où on a 2 postes séparés. Et donc, je vois la question sur le télétravail, c'est une très bonne question. Le référentiel Second Cloud et l'ensemble des guides de l'ANSSI n'empêche pas le télétravail. On peut tout à fait avoir un laptop d'administration du moment qu'il répond d'abord à toutes les exigences de conformité et que les risques liés à cet usage et à ce mode de fonctionnement sont bien traités dans votre analyse de risque. Je fais une petite parenthèse, c'est que dans le référentiel Second Cloud, souvent, quand un évaluateur met une non-conformité, l'audité commence à dire « Ah non, mais attends, il n'y a aucun risque là, c'est juste pas possible qu'on se fasse hacker ce truc-là. » Et donc, on répond en général que, attention, ce n'est pas un sujet de gestion de risque, c'est un sujet de conformité. C'est conforme ou c'est pas conforme. Et il y a d'autres sujets sur lesquels c'est plus flou, comme le cloisonnement, par exemple.
Et je vais venir, puisque le cloisonnement dans le référentiel Segment Cloud, on vous dit qu'il faut en faire. Alors, on vous dit qu'il faut cloisonner les flux selon leur domaine technique, selon leur domaine métier, selon leur sensibilité, il y a plein de critères comme ça. Mais on ne vous dit absolument pas comment faire et ce qui est acceptable techniquement ou pas. Alors là, en fait, là, du coup, vous êtes amené à faire des choix d'implémentation. Et ces choix d'implémentation doivent être encadrés par votre analyse de risque. Et c'est là que votre analyse de risque, non seulement elle doit être pertinente, et d'ailleurs, petite remarque en passant, je vous conseille de faire des BIOS Risk Manager, parce que vous pouvez partir sur une 27005 parce que vous avez fait de la 27005 dans votre SMSI, mais l'ANSSI préfère les BIOS-RM, et si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de problème. Comme pour la 27001, le référentiel ne fixe pas une méthodologie en particulier, et les BIOS-RM est compatible à ISO 30000, donc vous pouvez l'utiliser. Mais l'ANSSI va commencer à vous poser des questions qu'il n'y a pas tellement dans la 27005, du style est-ce que vous avez analysé votre écosystème? Est-ce que vous avez pensé à des chemins d'attaque qui viendraient par votre supply chain? Ce genre de trucs qui sont bien traités dans les BIOS Risk Manager. Ensuite, sur l'IAM, Identity Access Management, il y a aussi de fortes contraintes qui n'existent pas dans la 27001. Typiquement, là, je vous ai carrément fait un copier-coller du référentiel. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les exigences sur la 9.6, et elle est assez longue, puisque j'étais obligé de faire 2 slides. Il y a plein de points. Et il y a 2 sujets en particulier. Un des sujets les plus importants, c'est que l'IAM qui est utilisé pour gérer les comptes du commanditaire du service doit être séparé de l'IAM qui est utilisé pour gérer les comptes du prestataire. Okay. Imaginez que vous êtes un prestataire de IaaS, vous avez une interface web qui vous permet de manipuler vos VM, de créer des VM, supprimer des VM, de faire des backups si vous voulez. Et bien, ce qu'on appelle une Cloud Management Platform, ces Cloud Management Platform, son IAM ne doit pas être la même, et quand on dit pas être la même, c'est 2 instances parfaitement séparées et cloisonnées en réponse à d'autres exigences du référentiel, que celle qui est utilisée, par exemple, pour gérer vos collaborateurs à vous qui sont impliqués dans la production du service et l'administration du service. Pour ce qui est des administrateurs... Celle du guide d'admin, elle se recoupe avec celle du guide d'administration sécurité. Et pour gérer les administrateurs, ils doivent être aussi séparés des identités qui sont gérées, qui permettent de gérer les comptes d'exploitation, on va dire, ou les comptes techniques, ou les comptes de supervision. Alors là, c'est un peu plus flou parce que éventuellement, vous pouvez avoir tout dans le même LDAP, par exemple, côté prestataire. Et les admins, par contre, il faut quand même mettre de la séparation. C'est-à-dire, par exemple, les admins, vous allez les mettre dans une OU séparée, et vous allez avoir du multi-tiering d'une identité où chaque personne va avoir 2 identités, une identité de tous les jours, une identité d'admin. Elle ne pourra pas faire des actions d'administration, typiquement aller sur le bastion avec son identité de tous les jours, pour des raisons de traçabilité, de privilège access management, etc. L'autre point, c'est que, et vous allez voir qu'après c'est important pour la composition, si jamais vous êtes par exemple éditeur d'un SaaS et vous voulez le qualifier, et vous dites, oh, je ne peux pas opérer mon infrastructure, ça prend trop de temps, c'est pas possible, je vais aller voir un IaaS qualifié et je vais me faire héberger par lui, dans la logique de me simplifier ma qualification. Alors, on va reparler juste après, j'essaie d'accélérer, mais là, il y a quand même une exigence qui dit que le prestataire de IaaS sous-jacent, il doit vous donner une interface d'administration de votre tenante qui vous est dédiée, qui n'est pas celle qu'il offre à ses clients à lui qui consomment directement du IaaS. Et ça pose plein de problèmes. Mais ça en reste plus facile à être qualifié, si on veut être qualifié SaaS, c'est que du cloud. Alors, je viens, mais je vais répondre tout de suite, parce que je pense que je vais pas avoir le temps de dérouler tous les slides, mais pour le coup, non, c'est pas forcément plus facile, parce que même si vous êtes un SaaS qui vient s'héberger sur un IaaS déjà qualifié, tout le référentiel est applicable à vous, vous êtes propriétaire de la conformité, et vous êtes propriétaire des risques. Donc, vous allez du coup devoir utiliser le chapitre 15 du référentiel et, je pense, la 27036 pour encadrer comment vous gérez le IaaS qui est sous-traitant, qui est partie prenante. Donc, la réponse la plus facile, c'est que c'est difficile d'avoir une API dédiée appartenante sur un IaaS qui est déjà qualifié. Parce qu'ils l'ont pas fait pour. Et oui, parce qu'ils font des API publiques de consommation. Ce modèle-là, il est tout à fait faisable, mais l'ANSSI dit qu'il faut avoir une relation plutôt forte avec le prestataire et pas consommer un IaaS qualifié comme un tenant classique, parce qu'il va y avoir forcément besoin d'une construction d'une verticale, donc avoir un montage avec ce. C'est venu comme un add-on en fait, le référentiel, ce n'est pas prévu depuis le départ. Okay, donc j'avance vite. Sur le cloisonnement, tu peux prendre 10 minutes de plus. Ouais, c'est gentil. Merci. Sur le cloisonnement, je disais, on vous dit qu'il faut cloisonner, mais on ne vous dit pas comment faire. Alors, à force de me taper le sujet, j'ai formalisé ça comme ça. Je vous donne juste les axes de cloisonnement.
Donc, les axes de cloisonnement sur lesquels vous allez devoir justifier de votre conformité et de votre gestion des risques par rapport à vos choix d'implémentation sont les suivants. Vous devez expliquer comment vous cloisonnez entre un tenant A et un tenant B. Tenant A et tenant B voulant dire souscription d'un client A et d'un client B à votre service. Ça dépend quel type de service vous donnez, mais voilà. Et ça doit être parfaitement bien cloisonné. Mais ça n'a pas besoin d'aller jusqu'au physique, sinon c'est plus du cloud. Des fois, le référentiel est un peu antinomique avec le cloud. Et je voulais pas trop troller là-dessus, mais j'ai fini par le dire, donc je le dis. Le cloisonnement du SI qualifié et du SI pas qualifié est super important aussi. La plupart des IaaS, ce pas des IaaS qui sont créés from scratch, c'est des IaaS qui existaient avant. Et ils avaient, en France, il y a aucun quasiment consommateur de IaaS qui est en self-service total. Ils consomment beaucoup d'infogérance avec. Parce qu'ils vont consommer du IaaS chez vous, mais par exemple, ils ont installé un Exchange sur leur VM et ils attendent que ce soit vos centres de service qui aillent faire la mise à jour de Exchange à la prochaine bulle qui sort. Et bien ça, c'est interdit dans le cloud graphique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes prestataire de IaaS, vos admins, ils administrent que le IaaS et ça s'arrête aux couches mauves du modèle de responsabilité partagée que je vous montrais tout à l'heure. Et vos admins ont l'interdiction d'aller utiliser leurs accès admin sous-jacents pour aller administrer des choses qui sont hors du modèle de hors du domaine de responsabilité du prestataire. Donc typiquement aller faire des trucs sur l'exchange qui est dans le domaine de responsabilité du commanditaire, c'est interdit. Alors, le référentiel n'interdit pas l'accès aux données. Ça rejoint ce que tu dis en disant, voilà, ils n'ont pas accès aux ressources. Ça dépend par où tu passes et dans quel cas. Il y a un cas particulier dans lequel le commanditaire, le prestataire peut avoir accès aux données du commanditaire, c'est sur demande du commanditaire dans le cadre d'un support particulier. Mais c'est vraiment à la marge. Pour le coup, si vous aviez des opérations, des services d'infogérance historiquement, il va falloir expliquer à l'ANSSI comment vous cloisonnez ça. Et être capable de parfaitement expliquer que les gars de l'infogérance ne peuvent pas accéder aux bastions d'administration, enfin aux accès d'administration des secteurs physiquement différents, distincts, des gens distincts. Alors, ce n'est pas forcément des gens distincts. Ça peut être des gens qui ont plusieurs casquettes. Mais du coup, vous faites rattraper par la police par une autre exigence qui va vous dire que non seulement, alors ça c'est une exigence qui est dans la 27001, vous devez expliquer, vous devez mettre en œuvre, formaliser et mettre en œuvre une matrice d'incompatibilité des rôles, et vous devez mettre en place les mesures techniques qui permettent de l'enforcer. Du coup, les personnes qui vont avoir la double casquette ne vont pas utiliser les mêmes accès, et typiquement c'est pour ça qu'il y a le poste d'administration dédié. Okay. Par contre, vous pouvez avoir une architecture avec de multiples bastions, et ça c'est ce qui est un peu prévu dans le PAMS. Des bastions d'admin, des bastions d'infogérance. Ouais. Des activités qui sont cloisonnées. Donc, si on imagine le PAMS, donc j'ai promis d'en dire un mot, PAMS, c'est prestataire d'administration et de maintenance du système. Je peux poser une question sur le cloisonnement. Oui, tout le monde voit le cloisonnement en tant que chemin. Est-ce que déjà quelques discrepances, mais le chiffrement peut-il répondre à des. Ah, c'est une bonne question. Alors, le cloisonnement, il doit être. Il est dans le chapitre 13 qui parle de la sécurité des communications. Donc, on a l'impression que ça parle que du cloisonnement des flux. Mais quand je parle de cloisonnement de tenant A et tenant B, c'est cloisonnement de toutes les données qui sont confiées par le commanditaire au prestataire. Et donc, ça inclut le stockage. La donnée à reste. Elle n'est jamais vraiment à reste, mais à part les backups. Mais, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui interprètent mal le référentiel en disant le référentiel, il dit qu'il faut faire une clé de chiffrement par client. En fait, non. C'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire une clé de chiffrement par client, encore faut-il savoir ce qu'on veut dire par là, parce que c'est subtil. Mais si vous êtes capable de faire ça, eh ben, là, oui, vous avez votre cloisonnement qui est enforcé par le chiffrement. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez tout à fait avoir la même clé de chiffrement pour toute la baie, qui stocke les données de plein de clients différents, mais avoir d'autres mécanismes de cloisonnement. Par exemple, dans des baies classiques, vous allez utiliser du zoning et du filtering de LUN qui vont vous apporter le cloisonnement suffisant pour que ça soit satisfaisant. Et je finis juste avec une petite remarque, c'est que attention aux annonces de type on va faire une clé de chiffrement par client. J'ai pas mal travaillé sur ce sujet-là et j'ai pas mal échangé d'ailleurs avec Dominique là-dessus. Mais c'est très difficile de le faire déjà parce que toutes les technologies ne s'y prêtent pas. Des fois, vous avez fait des choix technologiques qui vont faire que c'est incompatible. Vous ne pouvez pas transformer votre SI pour rendre ce service-là parce que ça revient à reconstruire tout. Ou racheter du matos, carrément une nouvelle technologie, donc c'est juste ingérable. Et en plus, une clé par client, ça veut dire quoi? En fait, c'est fou. Il faut savoir comment c'est chiffrer une VM, par exemple. Si vous parlez de chiffrer une VM, c'est différent que de parler de chiffrer quelque chose qui a 13, comme par exemple chiffrer quelque chose qu'on met dans un bucket S3. Chiffrer une VM,
par exemple, sur une infrastructure VMware, c'est chiffrer le VMDK, donc le disque dur virtuel de la VM, le dump de la RAM quand on veut bouger la VM d'un OS X à l'autre avec du Vmotion, par exemple, et le fichier de configuration de la VM. Sauf que, en fait, comment elle est chiffrée cette VM? Elle est chiffrée par l'OS X, par l'hyperviseur. Et la clé de chiffrement est générée au niveau de l'OS X. Okay. Donc, si vous voulez mettre de la gestion de clés, vous allez devoir mettre un KMS par-dessus. KMS qui éventuellement est backé par HSM. Alors, pour la compétence de gérer HSM, c'est encore plus dur. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez une hiérarchie de clés parce que, en fait, quand vous chiffrez un truc, vous déportez le problème de sécurité à la sécurité de la confidentialité de la clé. Et bien, cette clé, vous faites comment pour la protéger en confidentialité? Vous n'avez pas le choix, vous la chiffrez. Vous la chiffrez avec une autre clé. Cette clé, il faut la protéger. Et c'est sans fin. Et donc, au bout d'un moment, on atterrit avec une clé, on a une hiérarchie de clés, et on atterrit avec une clé unique qui va être la master key du HSM en bout de course. Mais au final, c'est quand même une clé pour tout le monde si on déroule la hiérarchie. Donc, ça veut tout et rien dire quand on dit une clé par client. Faire gaffe à ça. Et le dernier point que je vais dire. Il faut démontrer la cohérence de l'architecture. Ouais. Et effectivement. Et le cycle de vie des clés, parce que dans la vraie vie, les clés, ça se renouvelle, ça se perd. Bref. Et ça sauvegarde. Non. Et ça stocke. Et ça se backup éventuellement. Et ça se backup. On doit backuper le HSM, effectivement. Il y a la clé du HSM. Mais il ne faut pas que ce soit compromis dans toute la chaîne jusqu'au backup. Je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je ne vais jamais finir. Mais on peut en reparler si vous voulez. Donc ensuite, il y a un dernier sujet dont je voulais parler. Donc j'ai parlé du cloisonnement du système d'administration, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a le cloisonnement dans la composition. Alors ça, c'est pas simple. Parce que vous vous rappelez, la composition, c'est quand je veux héberger un truc qualifié Second Cloud on top d'un autre truc qui est qualifié Second Cloud. Donc en fait, là, j'ai une exigence qui s'appelle la 13.2b et qui dit qu'on doit cloisonner parfaitement, donc par physiquement ou par un chiffre bas niveau, le SI qualifié du SI pas qualifié. Alors maintenant, si vous introduisez deux porteurs de qualification, le SI qualifié de celui qui est au-dessus, eh ben, il doit être parfaitement séparé du SI non qualifié de son point de vue. Et en fait, le SI qualifié de celui qui est en dessous, c'est du non qualifié pour celui qui est au-dessus. Alors, comment vous faites pour faire un cloisonnement physique quand vous venez vous héberger on top d'un autre truc qualifié? Voilà, vous avez 4 heures. Alors, je vais passer vite là-dessus. Est-ce que c'est facile d'être HDS quand on est Second Cloud ou est-ce que c'est facile d'être Second Cloud quand on est HDS? On peut se poser la question dans les deux sens. J'ai délibérément pris le nouveau référentiel HDS qui est à apparaître, qui sera à apparaître en deuxième semestre 2023, peut-être avec des modifications, parce que je l'ai regardé. Bon, alors je fais un petit rappel, mais je vais passer vite sur ces points parce que vous devez le savoir. Le seul point, c'est qu'il y a une matrice de mapping en fait entre les exigences de HDS et Second Cloud. Alors c'est très bienvenu, mais qui a fait ça? Pardon? Qui c'est qui a fait ça? C'est l'ANS, c'est probablement François Carragher. Mais pour le coup, cette matrice-là, elle est perfectible parce que je suis allé la regarder en détail et il y a des fois où elle dit qu'il y a une exigence de HDS qui n'est pas mappée, qui n'existe pas dans Second Cloud. En fait, c'est faux. Je crois que la moitié, elle existe quand même dans Second Cloud. Il faut un peu plus étudier Second Cloud pour savoir qu'il est dedans. Parce que soit c'est formulé différemment, soit c'est une agrégation d'exigences du Second Cloud qui fait qu'on répond à cette exigence du HDS, soit c'est planqué dans un guide externe qui est référencé par le HDS, par le Second Cloud. Donc, je pense qu'ils vont faire une nouvelle version. En tout cas, c'est dommage que la consultation soit terminée. Je suis arrivé un peu tard, sinon j'aurais fait un. Sur la composition des services, les IaaS, ils étaient comme ça au tout début. Ils étaient en mode Second Cloud, c'est sympa. Après, ils ont dit bon, allez, c'est quoi, on va y aller, on va le faire, on ne voit pas trop le retour sur investissement, mais on va y aller. Ensuite, il y a eu l'annonce de la doctrine Cloud de centre. Et là, ils ont dit ah ouais, ça y est, là, on commence à avoir un marché, ça peut être pas mal. Sauf que, en fait, la blague, c'est que, comme pour la qualification PASI, il y a l'inertie du marché. C'est-à-dire que les clients ne connaissent pas Second Cloud. Déjà, les prestataires ne connaissent pas Second Cloud. Alors, les clients, c'est encore pire. De là à l'exiger dans un appel d'offres, bon, ça existe. Ça commence. Mais dans les premiers, depuis la doctrine Cloud au centre, dans les premiers 6 mois après cette annonce de Bruno Le Maire et Amélie de Montchalin, je crois, je ne sais plus, c'était pas exigé. Dans les appels d'offres du secteur public, qui ont l'obligation de s'héberger dans un cloud, Second Cloud, si ce n'est pas le cloud de l'État, devait être conforme à Second Cloud, mais pas forcément qualifié. Mais ils ne donnent même pas la portée. Et ils ne donnent même pas la portée. Comment on peut être conforme sans être qualifié? Tu nous donnes un plan d'assurance sécurité qui coche toutes les cases du référentiel. Ah ouais. Mais c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. Ouais, mais après libre au marché, à l'émetteur du marché public
de checker que l'attributaire respecte bien son plan d'assurance sécurité, parce que tu dois avoir des clauses d'auditabilité. On s'autoproclame qualifié, pas qualifié. Bah non, pas qualifié, ça c'est interdit. Oui, mais C'est interdit jusqu'au J3, hein. By the way, je ne l'ai pas dit. Oui, oui. Si vous êtes candidat à la qualification et que vous êtes encore en J2, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes qualifié, même si vous avez l'annonce en interne que c'est bon. mais pareil, sur la conformité, tu parles de. On peut être conforme SecNumCloud sans être qualifié. Oui. Et qui c'est qui valide qu'on est conforme? Eh ben, c'est l'émetteur du marché, c'est le client. Oui, c'est le client. Voilà. Ouais, il doit s'assurer. C'est sa responsabilité. Mais ça fait partie des exigences de la 27036, ça fait partie des exigences de la 27001 aussi, en premier. Mais ça fait aussi partie des exigences d'un guide de l'ANSSI qui s'appelle Maîtriser l'infogérance. En fait, le seul cas où tu peux avoir ce genre de choses qui est recevable, c'est lorsqu'on te demande de faire du SecNumCloud et que tu réponds avec une offre qui n'est pas cloud. Par exemple, de l'infra dédié, on te dit, tu réponds en disant je veux que tu sois SecNumCloud, toi tu peux faire du mapping et démontrer la sécurité de ton infra dédié, puisque tu n'as pas du tout toutes les exigences de multi et de cloisonnement, puisque tu es forcément cloisonné sur de l'infra. C'est le seul cas où tu peux avoir gain de cause, mais personne n'est SecNumCloud sans être qualifié. Hein. Ok, et alors dernier même dans ma présentation, je vous promets, depuis l'annonce du financement à l'accompagnement, donc le financement à l'accompagnement, c'est financer des prestataires qui vont accompagner les candidats à se faire qualifier pour réduire le temps entre le J1 et le J2, okay, et pour réduire la complexité. Et ben en fait depuis ce moment-là, ben en fait tout le monde est au taquet. La volonté de l'ANSSI, c'était réduire ce temps entre le J1 et le J2, mais en fait, on se rend compte que c'est que récemment qu'on voit des prestataires qui font du plateforme as a service commencer à vouloir y aller parce que ça y est, on va avoir de l'aide. Et puis c'est moins casse-gueule, on y va un peu mieux. Et puis vous avez les PASSI, parce que dans le financement, ne pourront accompagner que ceux qui sont qualifiés PASSI ou PAX. Alors il n'y a pas encore de PAX, ouais, mais il y a des PASSI. Alors du coup, ils commencent à se réveiller. Alors, on voit des grands cabinets. Oui. PAX, c'est le référentiel comme pour le PASSI. Prestataire d'accompagnement en conseil, je crois, je ne sais plus. Ouais. Et donc, ça encadre les prestations d'analyse de risque, d'homologation, de gestion de crise, par exemple. Et donc là, les PASSI commencent à se réveiller, commencent à avoir des prestataires qui font des articles à propos de SecNumCloud, etc. Mais personne ne s'y intéresse avant qu'il y ait le financement. Ça, je dis qu'il y a des sous-sous à récupérer. Ça finance les petites structures. Non. Pas forcément. Je crois que c'était limité sur la. Ah oui, je comprends la remarque. En fait, effectivement, ça ne va pas financer des IaaS, parce qu'il y en a maintenant suffisamment. Ça va financer des PaaS et des SaaS, donc leur se faire qualifier. Notamment dans une logique de composition. Chose sur laquelle l'ANSSI a encore besoin de légiférer. Hein. Qu'est-ce qui va gérer ce financement? La BPI. C'est 180 000 € par dossier. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a rembobiné, désolé. Donc, sur la composition, je vais passer très vite là-dessus, mais ça pose plein de problèmes. Ça pose le problème de l'urbanisation du prestataire qui vient se faire qualifier en table de celui qui est déjà qualifié, parce que du coup, vous héritez des choix de cloisonnement du prestataire en dessous. Comment on fait pour gérer les risques? Et du coup, je vous rappelle que vous êtes propriétaire des risques. Contrairement à la 27001, le référentiel SecNumCloud vous oblige explicitement à traiter certains risques, comme le défaut de cloisonnement, le cumul de responsabilité, par exemple, dans la 5.3.c. Alors là, je finis juste ça. La question, c'est que là, vous êtes obligé de traiter des risques, vous en êtes propriétaire, mais vous n'avez pas tellement la main dessus. Le défaut de cloisonnement, par exemple, vous ne pouvez rien y faire, c'est le IaaS sous-jacent qui s'en occupe. Alors, comment on fait? C'est pas simple. Oui. Tu transfères le transfert du risque. Alors, ça n'existe plus, le transfert du risque. C'est obsolète. Aujourd'hui, on parle de partage de risque. Mais il faut encore le définir. Et puis, en fait, non, du point de vue de l'ANSSI, c'est toi qui es porteur de la qualif. On a déjà eu la discussion, toi et moi. Il y a aussi le programme d'audit. Vous êtes responsable d'avoir un programme d'audit, mais vous n'allez pas pouvoir. Il faut que vous soyez en accord avec le prestataire sous-jacent pour que votre programme d'audit soit synchronisé avec son programme d'audit. Parce que vous avez la clause d'audit qui vous permet d'aller l'auditer, mais vous n'allez pas pouvoir l'auditer du jour au lendemain. Combien que ça me coûte? Et ce sera la fin. Donc, dans l'ordre, c'est plus facile de qualifier un SaaS qu'un IaaS qu'un PaaS. Le PaaS, CaaS, c'est plus dur, parce que CaaS, bon, personne ne l'a déjà fait. PaaS, il y a des candidats aujourd'hui, mais c'est vraiment dur d'y voir clair sur la séparation des tâches. Et les technologies elles-mêmes appliquent beaucoup plus de complexité. Aller regarder le cloisonnement de Kubernetes, c'est dur. Aujourd'hui, c'est pas possible. Oui. Tout est retour qui on va partir en place en référence à ça. OpenShift, pareil. Alors, pardon, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, William, mais pourquoi si
possible le SaaS? Parce que le SaaS, c'est plus de couches. En fait, un IaaS, ça va être beaucoup plus étendu horizontalement. Il va avoir beaucoup plus un SI beaucoup plus large à gérer, ne serait-ce que pour la scalabilité de ton offre. Alors qu'un SaaS, comme je disais tout à l'heure, ça peut être porté par quelques machines. Et c'est une application. OK? Alors que dans un IaaS, tu peux avoir, je sais pas, N API, par exemple. Et encore pire dans le passé le cas. C'est là, tu as encore plus de dev. Donc, est-ce qu'on doit être accompagné ou pas? Bon, je vous laisserai lire cette slide. En gros, c'est fortement conseillé. Ça vous permet de réduire le temps. Et dans le mode d'accompagnement, peut-être juste ces points-là. Moi, en tout cas, dans les prestations d'accompagnement que je fais avec mon équipe, on a 3 modes. Soit le client, il nous file des jobs clés en main. C'est-à-dire, ils nous disent, vous nous assurez la conformité à l'ensemble de ce chapitre, ou alors vous nous pondez un processus, par exemple, de gestion de changement de A à Z, c'est vous qui le gérez. Et nous, on a un engagement de résultat sur le fait que ça va être conforme. Et c'est bien ça notre valeur ajoutée. Daniel Ouais, mais il bosse en même temps. C'est parce que je vais prochain slide. préparer la prochaine. D'accord. Je ne sais plus si c'était ma dernière slide, je crois que oui. Mais de toute façon, j'ai compris que j'ai plus le temps. La deuxième façon de fonctionner, c'est d'avoir un accompagnement partiel, c'est-à-dire qu'on est en co-construction d'un livrable. Alors, typiquement, quand c'est l'analyse de risque, en général, on la délègue entièrement. Alors, on implique bien sûr le client, parce qu'une analyse de risque, c'est des ateliers, c'est des échanges avec le métier, etc. Mais en général, c'est nous qui avons la responsabilité de le faire. Ensuite, ça peut être de la co-construction, par exemple le PCA. C'est de la co-construction. Et le dernier mode de fonctionnement, c'est peut-être pour des raisons budgétaires, le client veut faire lui-même son livrable, qui justifiera la conformité à de telle exigence. Et nous, on arrive en mode comité de tomates. C'est-à-dire qu'on fait un audit blanc dessus, on critique le livrable, c'est une valeur ajoutée en soi. Et si je devais résumer la valeur ajoutée d'un accompagnement conseil à SecNumCloud, c'est que je vous conseille de travailler en mode conseil avec un auditeur qualifié, SecNumCloud, parce que les autres vont être, je pense, à leur niveau de maturité actuel, vont faire du charlatanisme. Je ne veux pas en citer, mais ils vont vous vendre qu'ils sont experts, mais ils ne sont pas experts. On est expert que si on a audité, je pense. Et un bon conseil, c'est un consultant qui va vous manager un triptyque de contraintes qui sont le besoin de conformité et donc de résultats de sécurité, les enjeux économiques que ça implique, parce que quand on se met à cloisonner physiquement, à dédier des ressources, ça coûte cher. Et le troisième point, c'est l'utilisabilité pour vos collaborateurs. C'est l'expérience utilisateur pour vos collaborateurs, parce qu'il ne faut pas trop leur chambouler leurs habitudes. Ils ont la responsabilité de la prod, ils ont la pression au quotidien quand il y a un incident, ils ont des SLA à respecter. Il ne faut pas trop leur bousiller ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors déjà, le poste d'administration dédié, ça trouve le boxon. Et donc, un bon consultant, c'est un consultant qui va vous apporter la valeur ajoutée de réconcilier ces 3 contraintes. Et je finirai là-dessus. Je vous en prie. C'est bien, un grand merci pour ce exposé brillant. La dernière petite question. Oui. Est-ce que tu as la visibilité sur les acteurs IaaS aujourd'hui? Est-ce que ce sont des migrations d'offres anciennes existantes ou de la construction from scratch d'offres qui ont été qualifiées SecNumCloud? J'ai l'impression que l'exercice est plus facile d'une offre from scratch que d'essayer de migrer quelque chose d'existant. Alors, ça dépend de ce que tu veux construire from scratch. Il y a une HubSpot qui construit from scratch, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment from scratch, ils vont se baser sur Outscale. Donc, il y a toutes les problématiques de composition que vous pouvez en déduire. Il y a d'autres cas où le prestataire il va qualifier une bulle. Donc là, ça va être from scratch, mais sur un tout petit périmètre. Je crois que c'est ce qu'a fait OVH. Et il y en a d'autres, comme Cloud Temple, qui inscrivent la qualification SecNumCloud, pas juste dans une démarche de ROI pour taper un marché qui a besoin de SecNumCloud, mais dans une vraie volonté de faire de monter la fameuse marche en matière de sécurité à l'échelle de tout leur SI. Et là, ils vont carrément transformer tout leur SI. Et c'est pour ça que c'est plus cher. Ça dépend de la volonté initiale, en fait, de l'intention. Il ne faut pas regarder que le périmètre du service que tu vas vendre. Tu as tout l'écosystème, comme l'a bien dit, quand tu parles du poste d'administration sécurisée. Tu es toujours dans un système d'information existant. Tu peux construire des nouveaux orchestrateurs aussi, mais tu es toujours dans un écosystème. Le from scratch, c'est vraiment jamais totalement from scratch. Le poste d'administration sécurisée, peut-être que. Non, c'est ça, mais quand Tu ouvres des nouvelles régions dans ton cloud. Un hébergeur avec des ESX, DB, des machines, des gens, de tout. Ouais, alors je te donne juste mon avis. Cette partie de l'administration et de la segmentation des réseaux d'administration n'est jamais fait from scratch. Tu pars toujours sur l'existant, ne serait-ce que tu vois, les postes d'admin.
respect, il n'y a personne qui par nature se dit je respecte le guide de l'administration sécurisée. Donc c'est quelque chose à faire, quel que soit ton environnement qui préexiste ou pas. Tu pourras reconstruire des ESX from scratch, mais voilà, c'est. Le projet de poste d'administration, ça prend des mois. Ça fait partie des services d'ingénierie qu'on fournit. On a eu des mois à en concevoir un. On a eu la preuve que c'était conforme, parce qu'il a passé l'épreuve du feu hier cours d'un audit technical. Et on a eu une félicitations de l'ANSSI sur le fait que c'était conforme. Alors, c'est conforme, mais c'est une bouse à utiliser au quotidien. Et là, aujourd'hui, notre nouveau cheval de bataille, c'est de rendre utilisable. Voire réussir à fusionner les deux postes. Mais c'est un vrai investissement de R&D qui est énorme, mais qui répond à un problème, c'est que les équipes, ils n'en peuvent plus de ce poste dédié. Donc, on peut passer la première barre et être conforme. Ça ne veut pas dire que ça va survivre très longtemps. Travaux de l'ANSSI avec ClipOS, je crois que c'était ClipOS, je crois. Oui, alors ClipOS répond aux besoins. Là, c'est marrant, j'avais une discussion avec mon collègue Florian là-dessus. Mais tous ne vont pas être capables de l'utiliser. Ça ne va pas forcément résoudre les problèmes d'ergonomie. Et tout le monde ne va pas être capable de le déployer et de le configurer initialement. Donc, c'est des pistes qu'on explore effectivement. Est-ce que ça va être du ClipOS, du ClipOS ou un truc custom, je ne sais pas. Mais là, on travaille là-dessus en ce moment à Action. Ok. Juste un petit point d'organisation. Donc, le temps de faire la transition et de charger des documents avec Parc, on se fait 2 petites minutes de pause. C'est pour ceux qui nous écoutent. Et puis on peut prendre sur l'ADME qui propose une certification de conformité par état. Ouais, j'ai perdu mon Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est très intelligent de la part du LAE. J'ai proposé des labels intermédiaires qui ne sont pas du tout des qualifications. Mais ce n'est pas déconnant parce que ça permet aux gens de jalonner tout en ayant la satisfaction d'avoir réussi à s'améliorer. Ouais. Ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément besoin de l'ensemble du truc. Peut-être qu'il y a tout un pan du marché qui n'a pas besoin du full second cloud, mais juste de quelques garanties. Donc ça, c'est une très bonne idée de la part de LAE. Il m'avait parlé de ça au dernier film. Et c'est une qualification éligible. C'est pas une qualification. C'est un label. C'est un label. Un label qui engage le label. En fait, ça te donne la confiance que tu pourrais avoir dans le LN2 et dans c'est ça. Ils sont sérieux, ils sont très sérieux. Je te remercie. Ils sont très sérieux. Oui, je reviens. C'est là plutôt tu parlais de l'ILM tout à l'heure, mais ça plus largement, les services SaaS externalisés à son propre SaaS. On pourrait l'avoir avec du Okta, du Ping Identity, de l'ILM géré par un tiers. Ça, c'est proscrit, il faut que ce soit on-prem. C'est pas forcément proscrit, tu dois en gérer les risques et depuis la version 3.2, en particulier si c'est des Américains. Des Chinois ou quoi, enfin, c'est donc ça on a un choix à faire sur ce genre de service. On va prendre le français, ce sera plus facilement justifiable. J'ai pas encore eu le cas. La plupart des clients avec qui j'ai bossé qui étaient candidats à la certification ont déployé leur propre kick-lock. Donc il ne faut pas faire ça, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est exigé d'être sur un deuxième écran. Oui. En J0, plus t'es on-prem, plus t'es on-prem et plus t'es souverain déjà. J0, l'ANSSI te demande l'intérêt pour c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est le premier point. C'est pas vrai. Non. Les fournisseurs. Ah oui, non, d'accord. Et ensuite, le poste d'année, c'est les professionnels. C'est une techno américaine que tu emploies par exemple un américain ou quoi. Par exemple, si tu emploies un américain, tu peux te barrer avec le contenu de ton SI, avec un disque dur sans t'en informer. Parce qu'il a été réquisitionné par. Alors qu'il n'y a aucun. Une communication. Non, parce qu'il est américain, parce qu'il est une nationalité américaine. Et l'analyse des Danois ou Allemands? Non, c'est à la demande des Danois, c'est des Américains qui ont un cabinet de cette analyse. Effectivement, c'est intéressant de dire ce rapport. Qu'est-ce qui est conseillé pour faciliter les justificatifs et la conformité Second Cloud par rapport à des acteurs américains, par rapport à du SaaS ou de on-prem? En fait, c'est pire que ça, c'est vous devez évaluer pour chaque pays
quel est originaire, votre partenaire, votre éditeur, votre fournisseur, quels sont les risques d'extraterritorialité qui s'appliquent à ce pays-là. Avec son actionnariat, Oui. Oui, mais pour éviter tout ça, vous devez prendre les Français. Mais même les acteurs français, Oui, mais on peut avoir des actionnaires Il peut y américains. avoir que des acteurs français. Non, mais ça, on est d'accord. Mais si tu as le choix, C'est le choix, bien sûr. Alors, sur un libérateur ou c'est sur un encouragé. OS, c'est C'est difficile. encouragé, pas de prendre des Français, mais de prendre des services et des produits qualifiés. Voilà, Ouais, d'accord. et pareil, tu as fait le tour. Ah ouais, c'est clair. On voit que les qualifications, c'est pas l'ensemble de leur service. Partage. C'est ton deuxième C'est écran. un petit périmètre. Ou alors, il y a un autre problème, c'est que la qualification elle date depuis trop longtemps. Mettons en Elle est obsolète. Là, je regardais le MFA. Le MFA, il y en a qu'un français qualifié, il est qualifié que sur l'OTP. Donc, ça n'a rien à voir avec l'IAM, le SSO. Et de toute façon, ça marche pas pour ces techniques-là. Ça marche pas pour ces techniques-là parce que dans ces techniques-là, on demande aux acteurs forts. Et la qualification forte, c'est pas la même chose que l'acteur. L'OTP, par exemple, ça dépend de quel OTP tu parles, mais ils ne sont pas considérés comme une qualification forte. Mais je pense que J'arrête l'enregistrement. voir s'il veut pas qu'on Ouais, je pourrais parler. Ça dépend. Par contre, on C'est correct, le capi. du coup, on coupe la caméra. Enfin, oui, Non, dans non, un- Je suis prêt. Non, pour le reste, Voilà, c'est ce que je me dis, c'est